Bienvenue sur Stars et Secrets, la chaîne où nous plongeons dans les vies fascinantes des icônes du cinéma, révélant leurs triomphes éclatants et leurs drames cachés. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire extraordinaire d'Anthony Quinn, cet acteur légendaire qui a conquis Hollywood contre vent et marée. Imaginez un homme né au cœur de la Révolution mexicaine, élevé dans la pauvreté absolue, qui devient une superstar internationale, remportant 2 Oscars et jouant dans plus de 150 films. Mais derrière les lumières des projecteurs, sa vie fut marquée par des tragédies déchirantes, comme la perte de 2 fils dans des circonstances dramatiques. Anthony Quinn n'était pas seulement un acteur, il était un peintre, un sculpteur, un activiste, un amoureux passionné qui a vécu avec une intensité brute, défiant les stéréotypes et les attentes. De ses débuts modestes à ses rôles iconiques comme Zorba le Grec, en passant par ses mariages tumultueux et ses engagements pour les droits civiques, nous allons revivre son parcours incroyable. Accrochez-vous, car cette histoire va vous captiver, vous émouvoir et vous inspirer. Prêt à découvrir les secrets d'une légende? Allons-y! Avant de plonger dans les drames personnels qui ont hanté Anthony Quinn, examinons d'abord son ascension fulgurante vers la gloire. Comprendre ses origines modestes et ses luttes initiales nous permettra d'apprécier pleinement la force de caractère qui l'a propulsé au sommet. Né Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca le 21 avril 1915 à Chihuahua, au Mexique, Anthony Quinn voit le jour au milieu des tourments de la Révolution mexicaine. Cette période chaotique, marquée par des soulèvements populaires contre les inégalités flagrantes, voit des figures comme Pancho Villa et Emiliano Zapata mener des armées de paysans contre les dictateurs et les grands propriétaires terriens. Le père d'Anthony, Francisco Quinn, d'origine irlandaise et mexicaine, combat aux côtés de Pancho Villa contre le régime oppressif de Victoriano Huerta. C'est dans ce climat de violence et d'instabilité qu'il rencontre Manuela Oaxaca, la mère d'Anthony, une femme d'ascendance aztèque, forte et résiliente. Francisco, avec son héritage mixte, son père était un immigrant irlandais de County Cork, incarne déjà ce mélange culturel qui définira la vie de son fils. La famille Quinn, fuyant les dangers de la Révolution, émigre aux États-Unis quand Anthony n'a que quelques années. Il s'installe d'abord à El Paso, au Texas, puis à Los Angeles, en Californie, dans des quartiers comme Boyle Heights et Echo Park, des zones pauvres peuplées d'immigrants. La vie y est dure, pauvreté extrême, faim persistante et des emplois précaires pour survivre. À 5 ans à peine, Anthony commence à travailler comme cueilleur de fruits dans les champs, ramassant des oranges et des pommes sous un soleil de plomb, les mains écorchées par les épines. Plus tard, il vend des journaux dans les rues animées de Los Angeles, crie les titres pour attirer les passants, et cire des chaussures pour quelques cents. Son père, Francisco, tente de subvenir aux besoins de la famille en travaillant comme assistant caméraman dans les studios naissants d'Hollywood, mais la chance ne sourit pas longtemps. En 1926, alors qu'Anthony n'a que 9 ans, Francisco meurt tragiquement dans un accident de voiture, laissant Manuela seule avec ses enfants. Cette perte précoce marque profondément le jeune garçon, qui admire la résilience de son père et voit en lui un modèle de courage face à l'adversité. Manuela, une femme sacrificielle et déterminée, prend le relais. Elle travaille comme blanchisseuse, lavant le linge des familles plus aisées, les mains rougies par l'eau savonneuse, pour nourrir sa famille. Malgré ces difficultés, elle inculque à Anthony des valeurs de persévérance et d'ambition. L'éducation formelle d'Anthony est écourtée, il quitte l'école avant d'obtenir son diplôme, préférant contribuer financièrement. Il fréquente brièvement la Hamel Street Elementary School, la Belvedere Junior High School, la Polytechnic High School et la Belmont High School, mais la réalité économique l'emporte. Des années plus tard, en 1987, le Tucson High School en Arizona lui décernera un diplôme honorifique, reconnaissant son parcours exceptionnel. Adolescent, Anthony multiplie les emplois pour échapper à la misère. Il est ouvrier agricole, plongeur dans des restaurants graisseux, coursier postal livrant des lettres sous la pluie, et même boucher, découpant la viande avec une précision qui préfigure peut-être sa future habileté à incarner des rôles intenses. Poussé par un désir ardent de s'élever, il développe un intérêt pour l'art. Il se met à dessiner des portraits de stars de cinéma, envoyant ses croquis à des célébrités comme Douglas Fairbanks, qui lui répond avec un billet de $10 et des encouragements. Ces petites victoires allument une étincelle. Il tente de se produire en imitant Bing Crosby et Louis Armstrong, ou en jouant le clown lors de fêtes locales, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Il retourne alors à des travaux manuels, comme la construction, où sa grande taille, 1,88 mètres, lui donne un avantage. À 16 ans, Anthony se lance dans la boxe professionnelle, utilisant sa stature imposante et sa détermination forgée par la pauvreté. Il remporte 16 combats, assenant des coups puissants dans des rings improvisés,
Le sang coulant sur son visage, la foule hurlant. Mais une défaite décisive lors de son 17e match met fin à cette carrière éphémère. C'est aussi l'époque où il rencontre Sylvia, une femme de 17 ans son aînée, qu'il épouse jeune. Elle l'initie à l'art et à la philosophie, élargissant ses horizons intellectuels. Tout en travaillant comme ouvrier du bâtiment, Anthony suit des cours de diction pour polir son accent et affiner ses manières, rêvant d'un avenir plus grand. En 1935, il poursuit des études de peinture et d'art dramatique à la Polytechnic High School et d'architecture avec le légendaire Frank Lloyd Wright. Son talent architectural brille, il remporte le premier prix pour un projet innovant, ce qui lui vaut une bourse à Talizin, le studio de Wright. Là, l'architecte remarque son potentiel et lui conseille de prendre des leçons d'élocution pour corriger un problème de diction post-opératoire. Ces cours le mènent vers le théâtre, et avec le soutien de la star Mae West, qui l'aide à décrocher un rôle de figurant, Anthony fait ses débuts au cinéma à 21 ans dans The Milky Way, 1936, suivi de Parole, 1936. Il emmène sa grand-mère malade à la première, et elle murmure « Maintenant, je peux mourir en paix ». Mais le chemin vers la gloire est semé d'embûches. En 1937, Anthony épouse Catherine DeMille, la fille adoptive du réalisateur Cecil B. DeMille. Le mariage est tendu, DeMille n'apprécie guère ce gendre issu de la pauvreté, et Anthony ne peut inviter sa famille au mariage pour éviter d'embarrasser l'élite hollywoodienne. En 1939, naît leur premier fils, Christopher, mais la tragédie frappe en 1941 quand le petit garçon de 2 ans se noie accidentellement dans l'étang au nénuphar du voisin, l'acteur comique W.C. Fields. Cette perte dévaste Anthony, qui canalise sa douleur dans son travail. Avec son apparence multiethnique très mexicain, yeux intenses, stature imposante et son expérience de boxeur, Anthony est souvent cantonné à des rôles secondaires de bandits, d'amérindiens ou de méchants exotiques. Dans les années 1940, il apparaît dans une quinzaine de films, comme Buffalo Bill, 1944, où il joue Yellow Hand, un chef Cheyenne rebelle, aux côtés de Joel M. Serra et Maureen O'Hara. Il devient citoyen américain en 1947, l'année où il obtient son premier rôle principal dans Black Gold, un film en couleur où il incarne un Amérindien devenant millionnaire grâce au pétrole. Catherine y fait une apparition. À la fin des années 1940, Anthony retourne sur scène, recevant des éloges pour sa performance à Broadway dans A Streetcar Named Desire de Tennessee Williams, où il succède à Marlon Brando dans le rôle de Stanley Kowalski. Il tourne aussi dans des séries télévisées entre 1949 et 1951, avant de revenir au cinéma avec Toro Bravo, aux côtés de l'actrice tchécoslovaque Miroslava Stern. Les années 1950 marquent son ascension internationale. En 1952, dans Viva Zapata, réalisé par Elia Kazan, il incarne Eufemio Zapata, frère du révolutionnaire Emiliano Zapata joué par Marlon Brando. Son interprétation puissante, pleine de feu et de conviction, lui vaut son premier Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, faisant de lui le premier acteur d'origine hispanique à remporter cette distinction. Ce rôle résonne avec ses propres origines mexicaines, capturant l'essence de la lutte contre l'oppression. Le film, écrit par John Steinbeck, dépeint la révolution mexicaine avec une intensité dramatique. Zapata, un paysan charismatique, mène une rébellion contre le dictateur Porfirio Díaz, réclamant des terres pour les opprimés. Anthony apporte une profondeur émotionnelle à Eufemio, montrant sa loyauté fraternelle mêlée à une jalousie subtile, ses scènes de combat et de discours enflammés captivant le public. Ce succès ne l'empêche pas d'être typecast en macho ou en dur à cuire, comme dans des films de pirates et d'aventuriers. Malgré cela, Anthony éclipse souvent les stars principales avec son charisme magnétique. En 1952 toujours, il joue un flibustier dans Against All Flags aux côtés d'Errol Flynn et Maureen O'Hara, un film d'aventure maritime rempli de duels à l'épée et de trésors cachés. L'intrigue suit un officier britannique infiltrant une bande de pirates à Madagascar, et Anthony incarne un capitaine rusé, apportant une menace palpable et un humour noir. En 1953, Anthony s'envole pour l'Italie, où il apparaît dans plusieurs films avant de décrocher le rôle principal dans La Strada de Federico Fellini. Ce chef-d'œuvre, qui remporte l'Oscar du meilleur film étranger, met en valeur son talent dramatique. Il joue Zampano, un forain brutal voyageant avec Gelsomina, Giulietta Masina, une jeune femme naïve. Le film explore la solitude, la cruauté et la rédemption, avec des scènes poignantes comme la mort de Gelsomina qui brise Zampano. Anthony infuse le personnage d'une vulnérabilité cachée sous une carapace de violence, rendant le film inoubliable. La Strada marque un tournant, le libérant des stéréotypes hollywoodiens.
Sous la direction de réalisateurs comme Georges Cukor, Martin Ritt, Edward Dmytryk, John Sturges et Nicholas Ray, ses rôles deviennent plus complexes. À 40 ans en 1955, sa transformation physique, cheveux grisonnants, traits burinés ou le prédestine à des personnages matures. En 1956, il gagne son deuxième Oscar pour Lust for Life de Vincent Minnelli, où il incarne Paul Gauguin aux côtés de Kirk Douglas en Vincent van Gogh. Malgré seulement 8 minutes à l'écran, sa performance est explosive. Gauguin, ambitieux et conflictuel, pousse Van Gogh à l'extrême dans des débats passionnés sur l'art. Le film retrace la vie tourmentée de Van Gogh, ses luttes mentales, ses tableaux vibrants comme les tournesols, et la relation tumultueuse avec Gauguin à Arles. Antony capture l'ego de Gauguin, sa quête de paradis tahitien, rendant chaque seconde mémorable. Il avait déjà travaillé avec Douglas dans Ulysse, 1954, une adaptation épique de l'Odyssée d'Homère, où il joue Antinoü, un prétendant arrogant à Pénélope. Les scènes de combat et de ruse mythologiques mettent en valeur sa présence physique. Plus tard, en 1959, il se retrouve dans Last Train from Gun Hill, un western tendu où Antony est un allié ambigu de Douglas, chassant le meurtrier de sa femme. En 1956 toujours, Antony livre une performance mémorable comme Quasimodo dans Notre-Dame de Paris, adaptation du roman de Victor Hugo, aux côtés de Gina Lollobrigida en Esmeralda. Il incarne le bossu difforme de la cathédrale, amoureux tragique, avec une prothèse et un maquillage élaboré, exprimant la douleur intérieure à travers des gestes poignants. Le film capture l'atmosphère gothique de Paris médiéval, les intrigues de Frollo, les danses gitanes et la révolte des truands. En 1958, Antony se lance dans la réalisation avec un remake de The Buccaneer, un film d'aventure pirate où il avait joué un rôle secondaire en 1938. Dirigé par Cécile B. DeMille à l'origine, ce remake met en scène Yul Brynner et Charlton Heston, racontant l'histoire de Jean Lafitte aidant les Américains lors de la guerre de 1812. Bien que ce soit sa seule expérience derrière la caméra, elle démontre son ambition créative. De retour à Hollywood, en 1957, il est nominé aux Oscars pour Wild is the Wind de Georges Cukor, où il joue un éleveur italien possessif face à Anna Magnani. Le film explore l'immigration, l'amour non réciproque, avec des paysages venteux du Nevada amplifiant les tensions émotionnelles. La même année, dans The Savage Innocent, il incarne un Inuit pris entre tradition et modernité, un rôle ethnographique rare. Au début des années 1960, Antony enchaîne les blockbusters. Dans The Guns of Navarone, 1961, un film de guerre épique, il joue Andrea Stavro, un colonel grec dans une mission pour détruire des canons nazis. Aux côtés de Gregory Peck et David Niven, ces scènes d'infiltration et d'explosion sont haletantes, le film célébrant l'héroïsme allié pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1961, Barabbas le voit en voleur libéré à la place de Jésus, un rôle introspectif explorant la culpabilité et la rédemption. Pendant le tournage, son mariage avec Catherine se détériore, il rencontre Yolanda Adolori, assistante costumière italienne, qu'il épouse en 1966 après le divorce. Ils auront 3 fils, Francesco, Danny et Lorenzo. En 1962, Lawrence of Arabia de David Lean l'immortalise en Oda Abu Tayi, un chef bédouin charismatique aidant Théo Lawrence, Peter O'Toole, contre les Ottomans. Ses entrées tonitruantes, chevauchant dans le désert, et ses dialogues poétiques sur l'honneur font de lui une figure inoubliable dans ce chef-d'œuvre oscarisé. 1964 apporte son rôle emblématique, Alexis Zorba dans Zorba the Greek de Michael Kakwayani. Nominé aux Oscars, Antony coproduit le film et incarne Zorba, un grec jovial et philosophe enseignant la joie de vivre à un écrivain anglais, Alan Batt. La bande-son de Miki Theodorakis, avec la célèbre danse Sirtaki sur la plage, symbolise la liberté. Le film, adapté du roman de Nikos Kazantzakis, explore la vie, la mort, l'amour, avec des scènes comme l'effondrement d'une mine ou la danse finale, où Antony exprime une vitalité explosive. Ce rôle définit son image, un homme passionné, embrassant les plaisirs et les peines. À la fin des années 1960, sa polyvalence brille. Dans The 25th Hour, 1967, il joue un paysan roumain forcé de devenir soldat allemand, changeant d'apparence pour ressembler à un arien, un tour de force sur l'identité. La même année, The Happening le voit en bandit confondu avec un prêtre, mélangeant comédie et drame. Dans The Shoes of the Fisherman, 1968, il est un pape fictif, Kirill Lakota, un ancien prisonnier soviétique élu pontife, affrontant des crises mondiales.
Le film, basé sur le roman de Maurice West, aborde la guerre froide, la famine en Chine, avec des scènes solennelles au Vatican. En 1969, The Secret of Santa Vittoria le montre en maire italien alcoolique cachant du vin aux nazis, une performance convaincante aux côtés d'Anna Magnani, pleine d'humour et de ruse. Les années 1970 voient Antony diversifié. Dans R. 1970, il est un professeur libéral face à des étudiants rebelles, reflétant les mouvements des années 60. À Walk in the Spring Rain, le père avec Ingrid Bergman, de retour après 20 ans d'absence, comme un montagnard séducteur. En 1971, son rôle de maire dans le téléfilm The City mène à la série The Man and the City, où il joue un leader hispanique à Albuquerque, traitant de problèmes sociaux. Bien que moins fréquent à la TV, il apparaît en caïf dans Jésus of Nazareth, 1977, de Franco Zeffirelli, une mini-série épique sur la vie du Christ. En 1977, The Message de Mustapha Aka le voit en Hamza, oncle de Mahomet, dans un film sur les origines de l'islam. Tourné en Libye et au Maroc, avec une version arabe parallèle, il respecte les traditions en ne montrant pas le prophète, et est apprécié dans le monde musulman. En 1980, Lion of the Desert est son dernier grand rôle, Omar Mukhtar, leader libyen résistant aux Italiens sous Mussolini. Financé par Kadhafi, le film montre des batailles désertiques et l'exécution de Mukhtar, Antony apportant dignité et ferveur. Dans les années 1980, ces films sont moins réussis, mais il se tourne vers la peinture et la sculpture, exposant à Mexico, Los Angeles, New York et Paris. Ses œuvres, abstraites et expressives, se vendent bien, présentes dans des collections mondiales. Les années 1990 la portent dans des rôles secondaires. Dans Ghosts Can't Do It, 1989, avec Bo Derek, une comédie érotique, Revenge, 1990, avec Kevin Costner, comme un mari trahi, à Walk in the Clouds, 1995, avec Keanu Reeves, un patriarche vigneron, Seven Servants, 1996. Il joue avec son fils Francesco dans une adaptation TV de The Old Man and the Sea, 1990, Francesco en jeune Santiago. En 1999, Oriendi avec Lorenzo et Tierra de Canon. Son dernier rôle, un chef mafieux dans Avenging Angelo, 2002, avec Sylvester Stallone. Antony fut un activiste fervent pour les droits civiques. Confronté à la discrimination à Los Angeles, il soutient financièrement le Congress of Spanish-Speaking People, collecte des fonds pour la défense des jeunes Mexicains-Américains dans l'affaire Sleepy Lagoon, 1942. En 1963, à Paris, il signe une pétition pour la marche sur Washington de Martin Luther King. En 1969, il visite les Amérindiens occupant Alcatraz. En 1970, il participe à une conférence mexicano-américaine et narre un documentaire sur la discrimination des Hispaniques. Il appuie César Chavez et les travailleurs agricoles. Son art, dès l'adolescence, il gagne des concours de dessin. Étudiant avec Wright, il s'immerge dans les musées. Sans école formelle, il peint et sculpte, influencé par les expressionnistes. Donald Cuspi le qualifie de génie créatif. Il écrit des mémoires, The Original Sin, 1972, et One Man Tango, 1995, et des scénarios inédits. Antony meurt le 3 juin 2001 à 86 ans à Boston, d'insuffisance respiratoire due à un cancer du poumon. Enterré à Bristol, Rhode Island, près d'un érable dans son jardin surplombant la baie de Narragansett. Son héritage. La bibliothèque d'East Los Angeles porte son nom depuis 1982. Une fresque de 21 mètres à Los Angeles le montre en Zorba. Une statue à Chihuahua commémore sa danse. Une baie en Grèce porte son nom. Les Alma Awards décernent un prix en son honneur. La Fondation Anthony Quinn promeut les arts en éducation. Maintenant, parlons des tragédies familiales. Christopher, né en 1938, se noie à 2 ans en 1941 dans l'étang de W.C. Fields, un accident qui hante Antony toute sa vie, le poussant à surprotéger ses enfants suivants. Francesco, né en 1963 de Yolanda, suit les pas de son père. Débutant dans Platoon, 1986, d'Oliver Stone, il joue dans 24, The Shield, J.A.G., Young and the Restless. En 2011, à 48 ans, il meurt d'une crise cardiaque à Malibu, jogging avec son fils. Sa femme et un voisin tentent de le réanimer, en vain. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à Stars et Secrets pour plus de biographies captivantes, et likez cette vidéo pour soutenir notre chaîne. Pour approfondir, explorons chaque film en détail. Prenons Viva Zapata,
L'intrigue suit Emiliano Zapata, paysan mexicain luttant pour les terres volées. Brando en Zapata, Anthony en frère, des scènes de guérilla, trahison, fin tragique. Anthony apporte authenticité, ayant vécu la pauvreté. Et n'oubliez pas, si vous voulez découvrir d'autres secrets de stars comme ceux d'Anthony Quinn, abonnez-vous maintenant à Stars et Secrets et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos amis passionnés de cinéma. Merci d'avoir regardé.